à l'utilisation différente des ressources naturelles, qui nous permettra aujourd'hui de mettre en lumière 3 entrepreneurs sociaux qui se sont engagés sur des voies différentes au service du bien commun pour promouvoir une meilleure utilisation des ressources naturelles. Donc, au cours de ce panel, on parlera de leur parcours, de leurs combats, de leurs engagements, sur une thématique qui est très importante parce qu'elle cristallise aujourd'hui des enjeux cruciaux, et particulièrement pour le continent africain. Donc, pour planter un peu le décor, on sait que l'Afrique est un continent très riche, et en particulier sa terre est très riche, puisqu'aujourd'hui, un quart des terres arables sont sur le continent. On trouve dans ces sols de nombreux minerais, et qui représentent pour certains une grande partie des réserves mondiales. Et on trouve aussi ici des ressources énergétiques, comme le gaz, le pétrole, le charbon, sans compter toutes les ressources naturelles comme le soleil, l'eau, les ressources éoliennes. Mais alors que le continent représente 18% de la population mondiale, on n'a que 4% de l'énergie totale produite dans le monde qui est effectivement consommée ici. Donc, le continent est riche, mais pendant ce temps-là, une grande partie de la population n'a pas accès aux services et biens essentiels auxquels elle a droit. Donc on peut se poser la question de qui récolte les fruits de ces richesses et pourquoi. Les matières premières, ce sont la base du développement de nos sociétés. Elles sont à la base de notre consommation alimentaire, des consommations de nos entreprises, de nos industries, et elles sont aussi la base de notre consommation en énergie. Elles sont donc indispensables et stratégiques pour préserver un mode de vie, mais qu'on interroge aujourd'hui dans le cadre des journées de l'entrepreneuriat social. Donc, dans ce panel, on interroge, mais en fait, quelle est la relation que nous voulons entretenir avec la nature et les ressources qu'elle nous offre? Parce que souvent, on nous place face à un dilemme. Soit on exploite les ressources, l'environnement, comme un atout majeur du développement, soit on préserve la nature et on conserve nos écosystèmes. Mais en fait, aujourd'hui, je voudrais vous proposer qu'on explore une troisième voie avec les personnes ici présentes. Une voie où l'on cultive les ressources qui nous sont offertes par la Terre pour nous alimenter, pour nous soigner, pour construire des maisons, les meubler, nous habiller, avoir de l'électricité, enfin, tout en œuvrant en même temps activement à sa préservation. Donc on explorera aujourd'hui une voie qui est plus transparente, plus équitable, plus durable et plus respectueuse. Pour un environnement dont, je le répète, on l'a beaucoup dit ces derniers jours, dont nous faisons partie intégrante. Donc ce panel permettra d'échanger sur des solutions concrètes qui promeuvent déjà des modes de fonctionnement plus respectueux et plus ancrés dans les réalités de notre environnement. Donc ensemble, nous aurons environ 1h30. Pendant 1 heure, on aura une discussion avec les panélistes ici présents. Et pendant 30 minutes, on vous laissera la parole pour poser vos questions, partager vos expériences. N'hésitez pas à creuser aussi si vous avez des questions particulières à leur poser. N'hésitez pas à noter vos questions au fur et à mesure pour les bombarder. Ensuite, on a la chance de les avoir parmi nous. Je vais d'ailleurs les présenter. Donc, nous avons autour de la table Yao Azuma, le directeur de Kia Energy Group, Soumaïla Kanla, fondateur de Kala, et Évariste Aoui, le directeur d'Electronic Waste Africa SAS en Côte d'Ivoire. Je vais vous laisser vous présenter rapidement pour que vous puissiez, en quelques mots, vous présenter vos parcours et avant de commencer ce panel et les questions. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je vais donner la parole à Soumaïla, peut-être, comme tu es en bout. Bonsoir tout le monde. Est-ce qu'on peut avoir les micros, s'il vous plaît? Est-ce que l'un de vous a un micro qui fonctionne? Allô? Allô? La technique? Alors, ça ne fonctionne pas. Non, aucun micro ne fonctionne. Ok. Voilà. Donc, bonsoir. Merci Alice. Merci. Merci GIS de nous offrir cette opportunité aussi pour pouvoir parler de nos Vous n'entendez pas activités. C'est rouge ici. Est-ce que je peux te... Allô, Antou, allô, Antou. Allô. Allô. Test, test. Ça marche pas.
Je ne pense pas que ça marche. Il va activer quelque chose. Ça ne marche pas. Voilà. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bon, excusez-nous pour ces petits soucis techniques. Merci à la technique de nous accompagner tout au long de cet événement. Voilà. Bienvenue aussi aux personnes qui arrivent dans ce panel sur l'utilisation différente des ressources naturelles. Bienvenue avec nous pour cette discussion. Est-ce qu'on peut retester vos micros, s'il vous plaît? Allô, 1, 2. Ah, parfait. Oui, je pense que maintenant ça marche. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et toi? Bon. Allô? Parfait. Parfait. Donc, je te laisse la parole, Soumaïla. Ok. Merci. Bonsoir tout le monde. Et puis, merci Alice pour cette belle petite présentation. Et moi, c'est Soumaïla Kanla, cofondateur de l'entreprise Kala, donc, qui sont spécialisés dans la valorisation de la matière première bois et plus particulièrement du bois naturellement desséché. Voilà. Et nous sommes au Burkina et nous avons un atelier de production à Koubri. Donc, une entreprise qui utilise du bois naturellement desséché Voilà. pour en faire du bois d'œuvre. On fait du bois d'œuvre, et on fait aussi du mobilier, de la création d'objets déco. Voilà, on essaie de valoriser le maximum. Voilà. Donc, dans une optique zéro déchet, tout le bois est Voilà. utilisé et aucun arbre vivant n'est coupé dans le Et processus. voilà. Je vais laisser la parole à Yao pour se présenter. Merci Alice. Bonsoir à tous. Heureux d'être dans ce panel pour discuter de l'utilisation des ressources naturelles autrement. Je suis Yao Azuma. Je suis, on va dire à la base, enseignant-chercheur en génie énergétique spécialisé dans le solaire et l'efficacité énergétique. Mais la casquette que j'aimerais utiliser ce soir, c'est la casquette d'entrepreneur, donc directeur général de Kia Energy Group. Kia Energy Group qui est une entreprise qui œuvre dans le solaire, basée à Lomé, mais travaillant dans la sous-région ouest africaine. Nous sommes dans, on va dire, 4 différents secteurs d'activités clés. Il y a le renforcement des capacités, parce que malheureusement, ceux qui ont dévancé la vulgarisation du solaire ne sont pas forcément des spécialistes du domaine. Et donc, nous avons opté pour renforcer leurs capacités sur le terrain et même pour les décideurs, pour qu'on sache de quoi on parle et comment concevoir mieux ces systèmes. Nous avons aussi une unité de recherche et développement parce que nous avons décidé d'impacter autrement l'utilisation de ce solaire en adaptant cela à nos réalités. Donc, au lieu de faire des copier-coller, nous écoutons notre environnement, nous écoutons les besoins des utilisateurs finaux et nous essayons de concevoir des systèmes mieux adaptés par rapport à ça. Nous avons une unité également qui est dans l'ingénierie pure, que ce soit pour les études ou les installations terrain ou tout ce qui est suivi, contrôle. Et puis enfin, nous avons une unité qui s'occupe de tout ce qui est maintenance de tous nos systèmes. Donc le service après-vente qui est très très important pour nous. Voilà. Donc pour finir, je dirais que nous avons aussi une fondation d'entreprise qui prend environ 10% de nos profits et pour encourager la femme dans la science et la technologie et pour aussi promouvoir la solarisation des infrastructures communautaires en milieu rural, notamment les écoles, les centres de santé. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Et je laisse enfin la parole à Évariste. Merci beaucoup. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je voudrais, à l'entame de cette séance-là, remercier les organisateurs de des journées de l'entrepreneuriat social pour la qualité de l'événement et pour cette tribune-là qui est offerte justement à nous les entrepreneurs pour exposer nos différentes initiatives, espérant que cela puisse ignite, comme on le dit en anglais, cette ardeur, cette dynamique entrepreneuriale dont l'Afrique a besoin pour se prendre en charge. Donc tout de suite, je vais me présenter, je suis Évariste Awowi,
Mali. Donc, je suis responsable d'une structure nommée Electronic Waste Africa, donc qui est spécialisée sur une question dont on parle très peu, les déchets d'équipements électriques et électroniques qu'on appelle les D3E en général. De plus en plus, voilà, le constat il est quand même assez désolant de voir que nous avons une forte consommation des déchets électroniques. Il y a pas mal d'initiatives en fait pour encourager tout un tas de projets visant à réduire la fraction numérique entre le Nord et le Sud, mais on oublie le revers de la médaille qui concerne en fait ces équipements électriques et électroniques une fois parvenus en fin de vie. Et donc là, nous nous sommes engagés sur ce chantier parce que rien n'était encore fait, c'était un domaine encore en friche pour réfléchir profondément sur cette question des déchets électriques et électroniques et apporter justement des solutions assez adaptées pour garantir la préservation de l'environnement et de la santé humaine. Donc principalement, nous sommes basés à Abidjan et nous essayons justement de travailler sur cette question au niveau de la Côte d'Ivoire pour l'instant. Merci pour ces présentations. Donc vous voyez, on a un panel qui s'annonce très riche, hein, avec des expertises sur la préservation des arbres, de la flore, une expertise sur l'utilisation différente de l'énergie, et enfin une approche concentrée autour de la gestion des déchets électroniques et électriques. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais en introduction, on a la chance d'avoir avec nous ces trois personnes qui ont été choisies parce qu'elles ont un parcours de vie assez particulier. Et je vous propose du coup de revenir à la genèse de votre parcours. Donc, on va parler du fondement de votre expérience personnelle. Est-ce que vous pouvez nous partager la manière dont votre relation à la nature, à votre environnement s'est construite? Quelle est votre relation avec votre environnement aujourd'hui? Je vais commencer à ma gauche. Merci. En fait, pour nous qui avons grandi dans ce creuset familial dans des communautés assez rurales, juste derrière les maisons s'étendait à perte de vue la forêt avec toute cette richesse, cette diversité assez naturelle. Donc nous avons grandi dans cette ambiance-là où nous partions récolter des fruits, chasser des oiseaux et tout ça, mais dans un strict en fait respect de l'environnement et dans un lieu presque sacré, avec l'environnement et forcément on grandit avec ce sentiment d'appartenance à quelque chose qui est autour de nous et auquel nous appartenons, qui est cette nature-là. Et au fil des ans, quand on réalise en fait un certain nombre de dégradations au niveau de ce qui a toujours été notre richesse, a toujours constitué ce patrimoine assez particulier pour nous, ça crée forcément un choc. Mais pour revenir à la question, c'était vraiment dans une relation assez spéciale, particulièrement pour moi, dans le strict respect de cet environnement-là, et qui a toujours été notre berceau, notre nid, quelque chose qui nous nourrissait, qui nous guérissait, que quelques parents même adoraient à la limite des bois, avec la sacralisation des portions de forêt où il fallait pas entrer et tout ça. Donc nous avons grandi dans cette ambiance-là, et forcément quand on grandit dans un tel environnement, on a un lien assez particulier avec la nature. Merci. Est-ce que vous pouvez nous partager votre expérience Yao, par exemple? Moi, je vais être honnête avec vous. J'ai toujours considéré la manière de faire en Afrique comme étant très pénible. C'est-à-dire aller chercher les fagots de bois, cultiver la terre. Quelqu'un disait tout à l'heure qu'il ne voit pas les jeunes en train de vouloir se courber, en tout cas pour des questions champêtres. Et c'est pour ça que, très honnêtement, j'ai adoré faire les études. Parce que je voudrais m'éloigner de tout ça. Et je me suis dit, si tu travailles bien à l'école, tu ne vas pas finir agriculteur, tu ne vas pas finir, je ne sais pas, en tout cas dans les métiers qui normalement avaient des rapports naturels avec l'environnement, parce que je les détestais, pour être honnête. C'est arrivé en Occident que je me suis dit, mais attention,
ce que je vois là et ce qu'on a chez nous, on a une richesse inestimable que j'ignorais. Parce que, bon, peut-être que je n'avais pas conscience de la chose. La première chose qui m'a choqué, enfin choqué positivement peut-être, c'était mon premier printemps en France où j'arrivais au cours. C'était vers 9h30 comme ça. Et j'ai vu la plupart des collègues s'exposer au soleil comme ça. Première fois que je vois des gens qui sont au soleil. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un problème? Est-ce qu'il y a... Et puis, bon, j'ai compris que c'était un bain de soleil. Je dis, ah bon? Chez nous, au soleil, on te dit quitte rapidement. Donc, est-ce que le soleil aussi était quelque chose de précieux? Voilà. Donc, je peux dire que c'est à travers ces genres de faits que j'ai pris conscience qu'en Afrique, nous avons des ressources encore à l'état brut qu'il faut peut-être absolument préserver et travailler autrement. Sinon, je n'avais pas un amour particulier pour la nature en tant que telle. Quand moi j'étais jeune, moi je suis né à Lomé, grandi à Lomé, j'avais envie des belles choses, des grandes choses, il fallait partir absolument en Europe. Voilà, donc c'était ça, moi, mes relations, mais grâce justement à l'Occident, j'ai redécouvert une Afrique très riche et bourrée de potentiel. Voilà. Merci beaucoup. Et puis Soumaïla. Ok. Mais merci. Oui, c'est très intéressant tout ça. Et du coup, moi, mon approche avec l'environnement, je pense que bon, j'ai toujours été bercé dedans. Parce que tout petit déjà, mon père qui était commerçant, donc, mais il était commerçant de céréales, donc on était toujours amené à être en brousse, à aller chercher, soit acheter dans les villages ou ramasser, charger et tout ça. Donc, et de temps en temps, quand il ne faisait pas les céréales, il revendait des animaux. Donc, et du coup, quand on a des animaux, et surtout ici, comment est fait l'élevage, donc c'est des animaux privés, mais qui doivent manger la nourriture du public. Parce que, voilà, chacun a sa richesse, mais il la sort dehors pour la nourrir. Et du coup, il fallait aller paître les animaux, aller garder les moutons en brousse. Donc, ma relation vraiment avec la nature, elle vient de là. Donc, à un moment dans la vie, j'ai dévié, je suis devenu informaticien. Et donc, ça m'a encore un peu éloigné de la nature. Mais ça n'a pas enlevé mon amour pour la nature. Et finalement, au bout de quelques années, j'ai découvert que je pouvais me réinscrire dans une formation et refaire un nouveau métier. Du coup, j'ai choisi forestier. Donc, il me manquait des dossiers pour pouvoir devenir forestier. J'ai quand même voulu rester autour de la forêt. Donc, j'ai choisi plutôt l'ébénisterie parce que ça m'amenait toujours à aller vers les ressources, vers la forêt. Donc, et une chose qui m'a choqué quand je suis allé à l'école d'ébénisterie, c'était qu'il fallait couper des arbres pour faire des meubles. Donc, et des arbres verts, et des très beaux arbres. Donc, et quand moi je regardais ça, je disais toujours à l'école, moi j'aimerais faire de l'ébénisterie, mais pas en couper des arbres. Et on m'a dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, je vais essayer de le faire quand même si c'est pas possible. Et voilà, petit à petit, de fil en aiguille, au bout de quelques années, j'ai commencé à faire des recherches, à venir au Burkina, essayer de voir comment je peux travailler le bois local. Et petit à petit, j'ai décidé finalement de monter une entreprise autour de ce matériau parce qu'on avait assez d'informations du coup. Et on était convaincus nous-mêmes et on pouvait convaincre aussi un peu les autres. Voilà. Donc c'est vraiment comme ça que je suis venu dans ce domaine-là. Et voilà, aujourd'hui, on essaie de faire ce qu'on peut faire. Voilà. Je trouve que vos expériences sont très intéressantes quand on les met bout à bout parce qu'elles traduisent bien une posture un peu générale qu'on retrouve dans la société, d'une part des liens culturels très forts
avec l'environnement, des liens, des expériences aussi proches de la nature, un savoir-faire agricole, d'élevage, etc., très développé. Et à la fois un éloignement des métiers liés à la terre, une volonté de la jeunesse de s'en éloigner, de plutôt se regrouper vers les villes, une urbanisation du continent, une volonté aussi d'aller ailleurs, d'aller plus loin, des idéaux aussi de société et de vie qui du coup sont plus forcément compatibles avec des modes de vie plus traditionnels. Donc on retrouve bien ces différents éléments dans vos témoignages. Soumaïla, tu me faisais une excellente transition pour ma prochaine question, qui était qu'est-ce qui vous a donné envie de monter vos entreprises? Qu'est-ce qui vous a donné envie? Quel a été l'élément déclencheur qui vous a donné envie de vous consacrer à l'utilisation différente des ressources naturelles et à vouloir faire changer la situation en fait? Qui veut se lancer? Yao? Merci. Je vais être sincère également de ce point de vue. Moi, j'ai été formé pour être chercheur et enseignant. Ok? J'ai jamais rêvé d'être entrepreneur. Je ne vais pas mentir. L'entrepreneuriat est venu plus tard. Et j'ai aimé faire mon métier d'enseignant-chercheur. J'ai opté pour le solaire. Pourquoi? Parce que, alors, solaire, efficacité énergétique. J'ai travaillé dans l'efficacité énergétique pour les industriels, notamment au Canada, mais c'était pour les pétroliers. Donc, je travaillais pour voir où est-ce qu'on va sortir le pétrole et consommer moins d'énergie. Et quand tu fais ça et que le soir tu rentres, alors que tu es spécialiste aussi dans le solaire, et tu vois des documentaires où on montre une Afrique totalement en obscurité, les gens n'ont pas accès aux services énergétiques, etc., j'avoue que tu dors mal. Et donc, j'ai fini par décider de rentrer et d'offrir mes services. Mais en tant qu'enseignant-chercheur, donc, je suis tombé bien dans un institut que vous connaissez très bien, Deux Yeux, où l'aventure a commencé. J'ai orienté mes activités de recherche vers le monde rural. Quelles solutions solaires qui soient beaucoup plus adaptées au monde rural. Donc ça a été ma passion en tant que chercheur. Et cette passion m'a amené à avoir des histoires sur le terrain très intéressantes. Notamment dans un village, pas loin d'ici, Bilgo, peut-être que certaines personnes le connaissent très bien, où il y avait des plateformes multifonctionnelles et nous avions monté un petit projet pour solariser ces plateformes multifonctionnelles. Alors, il se fait que quand nous avions fini notre installation solaire, les plateformes n'étaient pas encore disponibles pour coupler. Donc, il fallait attendre que les plateformes soient mises en place. Et j'ai posé la question à mes gars, mais on ne va pas laisser le solaire comme ça et puis laisser les gens toujours dans l'obscurité. Et j'ai décidé qu'on achète 5 ampoules pour mettre au niveau, tout autour du local qui allait abriter la plateforme. Et on a donné l'électricité le soir là de façon complètement inattendue pour les villageois. Et il y avait une scène que je n'ai jamais vue. Comment l'électricité a fait bouger les gens, etc., autour de nous. J'ai dit, ben, si vraiment cette histoire peut changer la vie des gens, il faut réfléchir autrement. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé par voir l'impact que peut avoir le solaire au niveau des populations. Et petit à petit, ma conviction s'est faite que c'est bien de former les gens, c'est bien d'enseigner le solaire, je continue d'ailleurs, mais c'est encore mieux d'être avec les gens pour proposer des solutions et le faire autrement, parce que j'ai vu que ceux qui nous ont dévancés sur le terrain, dans le solaire, n'étaient pas des spécialistes de la question et allaient tuer la filière solaire. Donc mon engagement pour le solaire m'a finalement conduit à entreprendre. Voilà. Merci beaucoup. Évariste? Bien, moi, mon expérience est assez particulière, ce qui m'a tout de suite ramené
sinon m'a convaincu qu'il fallait s'engager sur ce segment des déchets électroniques. Mon pays, la Côte d'Ivoire, a connu une crise en 2006. En 2006, il y a un cargo de déchets toxiques, voilà, de la compagnie Transfigura, voilà, qui a accosté comme ça sur les côtes ivoiriennes et a largué une bonne quantité, presque 530 tonnes de déchets électroniques, pardon, de déchets toxiques, voilà, dans différents endroits d'Abidjan. Ça a créé beaucoup de problèmes. Les populations se sont retrouvées exposées à cette quantité de déchets électroniques et ça a généré beaucoup de problèmes. Je pense que ça fait assez de bruit et que vous en savez certainement assez sur ce dossier. Après, j'ai commencé à me poser des questions très, très sérieusement sur la relation que nous avons avec la nature et comment nos autorités pouvaient permettre qu'un tel scandale puisse arrivé dans notre pays, je ne comprenais pas. Donc ça a été un choc, mais ça a été le début d'une succession de questions que j'ai commencé à me poser. Et plus tard, je voyais également tous ces efforts qui étaient consentis tant par nos institutions que par les organisations internationales pour justement lutter contre l'analphabétisme digital, voilà, inciter les gens à la consommation, à aller dans un processus de numérisation de nos administrations et ainsi de suite. Et juste à côté, je voyais en fait ce que les déchets électroniques devenaient systématiquement. Pas d'initiative formelle, donc un secteur totalement pris en charge par des acteurs informels et développant une série de mauvaises pratiques telles que l'incinération à ciel ouvert, voilà, des casses qui impliquaient de plus en plus d'enfants. Voilà. Jusqu'à présent, à Abidjan, on a des lieux qu'on appelle des casses, voilà, sur lesquels se trouvent des acteurs. J'en ai vu à Dakar, et au Ghana également, donc j'imagine qu'il y en a également au Burkina Faso ici. Voilà, donc en train de casser des équipements sans protection, dans toute ignorance des conséquences qui peuvent en résulter. Donc du coup, ça a été vraiment une succession de chocs et j'ai commencé à entreprendre des recherches sur cette question-là parce que qui me touchait beaucoup. Et très profondément d'ailleurs, peut-être à cause de cet attachement culturel que j'ai avec la nature. Et après, je réalise en fait que vous voyez au niveau de l'Afrique, nous consommons plus de 3 millions de tonnes métriques de déchets, nous générons de déchets électroniques. Et sur cette grosse quantité-là, imaginez-vous, nous nous prenons en charge, en fait, aujourd'hui, le portrait, c'est que nous avons moins de 1%, pour être précis, 0,9% 0,9%, ce qui représente 0,03 millions de tonnes métriques de déchets électroniques qui sont recyclés dans des filières formelles, dans des pays spécifiques comme le Kenya, Namibie, ainsi de suite, Égypte, qui ont décidé d'investir enfin, dans des infrastructures de recyclage. Mais imaginez-vous, plus de 90% de ces déchets-là sont pris en charge par un secteur informel. Voilà. Et ça crée un certain nombre de problèmes. Voilà. Après avoir extrait des fractions qui sont valorisables, parce que le ferrailleur, c'est comme ça qu'on les appelle entre griffes, ce qu'il recherche, c'est descendre le soir avec 2000 francs, 3000 francs, et essayer de nourrir sa famille. Donc, très souvent, ce sont des gens qui n'ont même pas été à l'école, donc qui ignorent carrément ce que ça représente. Eux pour leur propre santé et pour l'environnement et pour toute la population. Donc là, toute cette série d'événements-là m'interpellait excessivement. Et à un certain moment, j'ai dit, tiens, il faut absolument qu'on puisse commencer à travailler sur cette question-là. Un combat, c'était justement d'aider ces acteurs-là, qui sont plus de 8000 aujourd'hui en Côte d'Ivoire impliqués dans ce secteur informel, mais arriver avec des solutions beaucoup plus concrètes, voilà, pour arriver à mettre en place un système de prise en charge des déchets, donc un système de gestion écologiquement rationnel
formelle de ces déchets-là et pour assurer justement la préservation de l'environnement et de la santé humaine. Donc là, donc voilà un peu comment est-ce que je me suis positionné du coup sur cette activité-là. Et c'est assez curieux de le dire, mais depuis quelques années jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu de succession, il n'y a pas eu d'engouement après moi. Donc nous sommes officiellement la seule initiative formelle au niveau de la Côte d'Ivoire qui travaille sur cette question. Je me suis toujours interrogé, malgré les efforts à convaincre aussi de jeunes à emboîter le pas et pour qu'on puisse évoluer en écosystème. Mais c'est un domaine relativement complexe avec beaucoup de défis. Mais je pense qu'avec de la volonté, comme nous ouvrons le chemin, d'autres initiatives peuvent venir après. Mais ça implique quand même beaucoup de choses. Un aspect réglementaire, un aspect qui prend en compte tout ce qui est infrastructure et d'autres aspects qui relèvent de l'éducation parce qu'on n'a pas la culture. Les déchets électroniques, quand on pose la question aux gens, déchets électroniques, c'est quoi? C'est encore difficile, même dans les secteurs formels. Et donc là, c'est un gros challenge. Les déchets représentent aujourd'hui et justement, aimant les challenges, voilà, je me suis positionné sur ce segment-là pour essayer d'apporter des éléments de réponse. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir un peu plus tard sur justement les challenges, ce dont vous auriez besoin pour vous développer. J'entends aussi dans votre intervention un appel à l'engagement et à la diffusion de ces bonnes pratiques. Je vais passer la parole à Soumaïla aussi pour nous partager l'élément déclencheur qui t'a mené à lancer Kala. Ouais. Ben, l'élément déclencheur chez moi, bon, je vais dire chez nous maintenant, parce que voilà, je ne suis plus tout seul. Ça a été au début de, si je ne veux pas utiliser ces ressources-là comme on le fait industriellement, on coupe des arbres verts pour faire du mobilier ou du bois d'œuvre. Donc, c'est d'utiliser le bois mort au Burkina, parce que pour moi, au fond, le bois au Burkina, pourquoi ça m'a choqué au début quand j'ai vu qu'on coupait les arbres verts? Parce que pour moi, je disais, chez nous, on n'en a pas beaucoup et que, voilà, on est né avant une révolution, mais on a grandi avec cette révolution-là qui nous a toujours parlé de l'arbre et puis on a vu les avantages des arbres. Donc, juste même pour la médecine traditionnelle et tout, donc pour nous, les arbres sont sacrés. Donc, et en allant de ce constat, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire si je veux exercer le métier que je n'ai même pas commencé à exercer ici? Donc, c'était déjà de voir si c'était possible, parce que je suis revenu m'installer dans le but déjà de faire de la recherche scientifique. Parce que quand on parle de bois, donc il y a un certain nombre de normes qui existent et que ici, plus particulièrement au Burkina, on connaît deux types de bois. On connaît du bois rouge et du bois blanc. Mais on ne sait pas que voilà, on a 30, 40 ou 60 essences d'arbres qui ne sont pas forcément blancs ni rouges et qui sont plus durables et qui peuvent être plus durables et plus précieux. Donc, on a passé 4 années à faire des premières recherches donc, pour pouvoir identifier tous les arbres donc, à travers des actions avec des laboratoires en France donc, qui nous donnaient l'expertise technologique et qui permettaient aux étudiants qui étaient en lien avec ces laboratoires de travailler pour valider leur année. Donc, on a travaillé pendant presque 2 ans, on a découvert les essences, mais ce n'était pas assez. Donc, mais on pouvait déjà commencer l'activité par la valorisation, parce que le but, c'était de prendre que l'arbre qui est sec. Et quand on parle d'arbre sec, ici, dans la sous-région, les pays forestiers, c'est la Côte d'Ivoire, c'est le Ghana, le Togo. Donc, on sait là-bas que la plupart des arbres morts, ils pourrissent, parce qu'il y a beaucoup d'humidité, donc il y a beaucoup d'eau. Et du coup, ça fait que ceux qui connaissent, ils disent, mais c'est pas possible, les arbres morts, ils n'ont pas beaucoup de valeur. Donc, mais ici, paradoxalement au Burkina, l'arbre mort, du coup, une fois qu'il sèche, on a tellement de soleil qui nous brûle bien la journée que c'est le même soleil qui brûle les mêmes arbres. Et du coup, ils ont une particularité, ils sont robustes parce qu'ils ont déjà souffert à souffrir dans ces conditions-là.
Et quand ils sèchent, ils ont toujours le même soleil qui les fait sécher. Ailleurs, on met des arbres dans des séchoirs et tout ça qui coûte super cher pour les faire sécher en 3 mois. Parce que normalement, ça sèche minimum en 2 ans. Ici, on peut faire sécher un arbre dehors en 1 an et demi, et tout simplement sans aucune protection. Et tests à l'appui, voilà, on y est arrivé. Donc, c'est à partir de tous ces tests et cette panoplie qu'on s'est dit, ben là, on a aussi maintenant un bagage pour se monter en entreprise. Parce que tout ce bois, si on veut le valoriser, il faut pouvoir le vendre et pour pouvoir faire de l'argent avec. Donc, on est obligé de passer par la case entrepreneuriat. Voilà. Donc, c'est le lien de la transition. Merci beaucoup. Voilà. Donc encore une fois, on voit dans vos témoignages un point commun, c'est d'abord une prise de conscience, un événement qui peut parfois nous choquer ou un événement qui nous rend très heureux et qui est accompagné ensuite de tout un processus de documentation, d'étayage en fait de cette observation pour délimiter le problème en fait, pour mieux le comprendre et pour voir quelles solutions on peut y apporter très concrètement. Maintenant, on va aborder le vif du sujet qui sont vos entreprises. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire concrètement aujourd'hui comment est-ce que vous abordez le problème? Quelle est votre vision? Qu'est-ce que vous voulez atteindre grâce à votre entreprise? Et comment vous faites concrètement aujourd'hui pour l'atteindre en termes d'activités que vous mettez en place, par exemple? Qui veut commencer? D'accord. D'accord. Ok, donc au niveau de notre structure, après avoir justement identifié le problème, fait un diagnostic assez profond, donc nous avons compris qu'il fallait partir quasiment de zéro parce que jusque-là, aucune initiative, aucune mesure ne sont pas préparées véritablement à ce problème de déchets électroniques. Donc c'est une solution qu'il faut construire de bout en bout, essayer d'installer toute une chaîne de valeur pour assurer une fois les équipements parvenus en fin de vie, leur prise en charge, voilà, de A à Z. Et donc là, nous sommes très engagés sur un pan sensibilisation et éducation, parce que là, il faut bien qu'on comprenne ce que sont les déchets électroniques, ce que ça représente en termes de danger, et pourquoi il faut forcément et sinon la nécessité de les introduire dans des circuits de recyclage. Donc c'est un travail que nous faisons, et au fur et à mesure, nous essayons d'aller sur une approche beaucoup plus inclusive, donc d'une façon assez intégrée, en impliquant des acteurs, voilà, différents acteurs dans ce combat que nous menons, notamment la RSE d'un certain nombre d'entreprises, parce que nous avons une approche qui repose sur 2 éléments, tout ce qui concerne l'éducation. Donc il y a la RSE, donc la responsabilité élargie, et puis la responsabilité élargie des producteurs, ce qu'on appelle la REP. Et donc là, avec la RSE par exemple, nous essayons de bâtir toute une campagne sur cette éducation-là, et éducation à l'école, éducation du public, éducation du secteur privé, avec des compagnies comme Carrefour, avec des compagnies comme MTN Côte d'Ivoire, et bientôt Electrodépôt, voilà, pour essayer justement de communiquer suffisamment sur cette problématique des déchets électroniques en Afrique et spécialement en Côte d'Ivoire. Nous avons aussi d'autres actions qui consistent justement à installer tout un système de collecte et de prise en charge de ces déchets-là, parce qu'il faut déjà voilà, les mettre dans des circuits de valorisation. Nous avons une plateforme à Abidjan qui s'occupe de faire ce travail, donc identifier le transport, le stockage, la dépollution, le démantèlement des déchets, et puis après justement nous travaillons avec des filières agréées, donc pour la valorisation de ce qu'on appelle les matières premières secondaires, le fer, la ferraille, le cuivre, l'aluminium et tout, et pour des fractions qui sont relativement complexes, dont nous n'avons pas la technologie ici, parce que justement ça requiert des procédés physico-chimiques assez extrêmement compliqués. Là, nous avons des collaborations avec des structures à l'extérieur, notamment au Havre en France, donc qui nous aident justement
justement à procéder à la deuxième étape de ce travail que nous faisons. Mais nous nous assurons que de bout en bout, en fait, il y a une prise en charge avec zéro émission de déchets dans l'environnement, dans une traçabilité totale, voilà, depuis la collecte jusqu'à la valorisation des matières. Et puis, voilà, et ce faisant, c'est justement beaucoup d'opportunités que nous essayons de mettre en place en termes des opportunités sociales, en termes de création d'emplois. Et puis, nous sommes également en train de travailler, sinon nous travaillons avec les autorités, parce qu'il y a quelques années, nous avons réfléchi en fait ensemble sur un avant-projet de décret qui porte organisation de toute la filière des déchets électroniques en Côte d'Ivoire. Mais en fait, la machine est lourde, comme vous le savez. Voilà, nous avons beaucoup communiqué, boosté les choses pour arriver à mettre en place ce document. Et après, il a fallu 2 années pour que ça puisse être adopté en Conseil des ministres. Et actuellement, l'étape d'implémentation bug encore. Mais bon, on continue de mettre la pression parce que c'est justement notre rôle pour arriver quand même à implémenter ces textes sur lesquels nous avons travaillé. Après, il y a un peu quand même de déception parce qu'il n'y a pas une réelle volonté politique assez prononcée pour nous accompagner dans ce travail que nous sommes en train de faire. Et finalement, on se sent seul, voilà, dans ce combat énorme que nous sommes en train de faire pour le bien commun. Mais on ne désespère pas parce qu'on sait que c'est progressivement que les choses arrivent. Et donc, nous travaillons ainsi sur ces différents éléments. Après, nous avons un plan stratégique qui nous permet de mobiliser et d'impliquer tous les autres acteurs, des ONG, des écoles, et ainsi de suite, pour vraiment faire en fait de la question des déchets électroniques un sujet un sujet commun. Voilà, sur lesquels chaque structure apporte sa contribution, justement, pour arriver quand même à des solutions qui sont d'ordre un peu plus systémique que juste des solutions assez atomisées, voilà, qu'on développe de façon dispersée. Donc, c'est clairement sur ces différents chantiers-là que nous sommes aujourd'hui. C'est très intéressant, merci beaucoup. On voit que vous avez une approche très holistique de toute la chaîne de valeur. Ouais. Est-ce que vous pourriez peut-être nous donner un ordre d'idée de ce que vous avez déjà pu atteindre, quelques indicateurs qui vous servent à vous orienter et à mesurer les résultats de votre activité? Oui, absolument. Aujourd'hui, nous avons, selon le Global Monitor e-Waste, nous avons autour de 30, il y a quelques années, parce qu'il faut aussi dire, j'ai oublié de le mentionner, l'une des difficultés que nous avons, puisque nous sommes pionniers de la filière, nous n'avons pas de données. Donc, le manque de données constitue pour nous un gros problème. Donc, nous avons décidé de travailler sur des mécanismes pour générer de façon permanente des données sur la filière des déchets. Voilà. Et donc, aujourd'hui, nous avons la quantité de déchets en Côte d'Ivoire, c'est estimé à 50 000 tonnes de déchets par an. Et les acteurs informels prennent une grande partie en charge, mais aujourd'hui, nous avons un potentiel de gérer sur les 50 000 autour de 15 000 tonnes. Voilà, donc c'est déjà un bon début. Il y a un challenge qui est d'arriver justement à essayer et parallèlement à cela, nous formons les acteurs informels et l'objectif, c'est essayer de limiter leur intervention uniquement à la collecte et ensuite de faire la passation à des organismes formels agréés par le ministère de l'Environnement comme nous sommes, pour faire toute la partie technique assez délicate et tout, puisqu'ils ne sont pas forcément équipés à faire du démantèlement des déchets électroniques. Donc la formation que nous leur apportons, nous avons aujourd'hui 8000 acteurs, comme j'étais en train de le dire. Donc ça nous a permis de mettre en place une base de données, une identification des différents acteurs. Aujourd'hui, nous sommes en partenariat avec une organisation étrangère pour documenter tout ce processus-là, pour permettre aux acteurs informels de savoir l'historique, pour faciliter un certain nombre de données pour que ces acteurs-là puissent être accompagnés plus facilement par des institutions, parce que c'est aussi ça le but recherché. Et puis, nous, sur les 15 000 tonnes de déchets que nous collectons, donc nous avons pour objectif de doubler dans les 5 années à venir. Nous avons aussi des systèmes, des points de collecte que nous multiplions. Nous sommes passés à Abidjan, nous en avons une vingtaine. Aujourd'hui, nous sommes à une quarantaine de sites de collecte assez stratégiques
pour émailler tout le territoire ivoirien. Et l'impact indirect aujourd'hui de ce que nous sommes en train de faire, c'est autour de 5 000 emplois. Donc des acteurs que nous avons déjà formés et que nous avons engagés dans le travail collaboratif avec notre structure. Et puis voilà, et globalement, donc voilà un peu en termes d'impact, ce que je pourrais, en termes de prévention aussi, ça fait 1 million de personnes qui sont directement impactées par les activités des acteurs informels que nous rabattons voilà, de notre côté. Donc en termes de prévention, justement, ça fait une bonne quantité de pollution. Voilà, que nous sommes en train de travailler sur la mesure de cette quantité de CO2 que nous économisons. Voilà, mais globalement, voilà un peu de façon assez dispersée quelques points d'impact que nous avons pu réaliser jusque-là. C'est très intéressant, très important aussi de savoir comment et où, enfin, et à mettre les ressources nécessaires à la mesure de son impact. Peut-être une toute dernière question avant de donner la parole aux autres intervenants. On n'a pas encore parlé du nerf de la guerre, qui est le modèle économique de votre entreprise. Est-ce que vous parliez beaucoup de soutien via la RSE, d'entreprises partenaires, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, votre modèle économique, il est stable, pérenne? Est-ce qu'il vous permet d'envisager un développement et la continuité de votre activité sur le long terme? Oui, l'une des plus grosses difficultés que nous avons, c'est justement au niveau du financement des différentes activités en rapport avec les déchets électroniques, parce que nous n'avons pas encore pris la pleine mesure de ce que représentent les déchets. Donc, même au niveau de nos institutions, il y a de la sensibilisation que nous faisons pour qu'on arrive à comprendre cela. Et les D3E ne sont qu'une priorité aujourd'hui. Et puis, voilà, et avec aujourd'hui le tableau qui se présente là, nous ne pouvons compter justement que sur les différents partenariats que nous avons et nous-mêmes notre propre modèle économique. Donc ce qui fait justement que notre modèle économique, c'est juste de valoriser les composants dont je parlais tout à l'heure, donc la matière première secondaire, et puis soutenir les différentes activités d'élimination des déchets. Parce qu'il faut reconnaître qu'au niveau des déchets électroniques, donc nous avons deux volets. Une fois que vous avez traité les déchets, une fois que vous avez fait le démantèlement, vous vous retrouvez avec deux grandes familles d'équipements. Nous avons déjà tout ce qui est valorisable sur le marché, voilà, la matière première secondaire. Et pour cette matière première secondaire, donc, nous travaillons avec des structures de transformation, donc ce qui nous permet de financer nos différentes activités. Nous travaillons également avec tout le circuit de reconditionnement. Voilà, toute la chaîne de reconditionnement, la remise en état, avec la facilitation de l'accès à des matières, donc à des pièces de rechange, voilà, que nous extirpons des déchets électroniques et qui sont encore suffisamment en bon état, et voilà, pour le reuse, pour la réutilisation. Et l'autre famille concerne tout ce qui est fraction difficile, voilà, à traiter, donc forcément éliminable, qu'on doit éliminer. Ce sont les plastiques. Aujourd'hui, la plus grosse difficulté, ce n'est pas au niveau seulement de la Côte d'Ivoire, mais la complexité du plastique. Parce que nous avons beaucoup plus de mélanges, donc d'alliages qui sont faits au niveau du plastique. Après, le traitement de ces éléments plastiques-là pose problème. Donc, c'est une réflexion que nous menons globalement avec d'autres acteurs comme Prevent Waste Alliance, donc sous GIZ, pour arriver à mettre en place des mécanismes pour la prise en charge de ce type de déchets difficilement traitables. Voilà. Je posais cette question du modèle économique parce que c'est un peu central dans la plupart des entreprises sociales avec lesquelles on travaille au quotidien. C'est voilà, menant une mission quasiment pour le bien public, une mission quasi publique. Comment est-ce qu'on fait pour quand même trouver la stabilité économique pour pouvoir mettre en œuvre ces activités, souvent face à des publics peu solvables, etc. Je vais passer la parole à Monsieur Yao maintenant pour nous parler aussi de son entreprise, de son activité qu'il a mis en place, la vision que vous poursuivez à travers la mise en place de ces activités et peut-être aussi quelques indicateurs clés de ce que vous avez déjà pu atteindre grâce à tout ce que vous avez fait ces dernières années. Merci beaucoup, Alice, pour les questions. Peut-être je vais demander à M. Jean-Baptiste de faire réveiller un peu la salle. Parce que je sais qu'après... On me commande, moi j'obéis. S'il vous plaît, debout.
Après manger, on est en pleine digestion là, et ça dort un peu. Hein? On m'a dit, donc je fais, s'il vous plaît. Je n'ose pas dire tout le monde debout, mais j'aimerais bien voir tout le monde debout. Alors, voyez-vous, dans un village qui n'est pas loin d'ici, ça s'appelle Sabou, il y a des crocodiles sacrés. À Bazoulé aussi, il y en a. Donc, Sabou, c'est une mare où il y a des crocodiles sacrés. Et voyez-vous, si vous êtes dans la mare qui a des crocodiles sacrés, vous êtes obligé de sortir sur la rive, c'est ça? Et s'il n'y a pas de danger, vous pouvez revenir dans la mare. Donc, le jeu que nous allons faire, chacun va trouver un petit carreau devant lui qui va représenter la mare au caïman sacré de Sabou. Et puis, comme nous sommes des entrepreneurs agiles, nous allons essayer d'éviter de nous faire bouffer, car nous avons de grandes ambitions. Nous devons changer le monde. Si nous sommes bouffés, nous ne pourrons pas changer le monde. D'accord? Oui. Donc, chacun regarde et il prend un carreau. Et là, c'est la mare. Ça représente la mare. On va s'amuser comme des enfants. C'est ça, non? Voilà. Donc, quand je dis dans la mare, vous avez les deux pieds dans la mare. Et quand je dis sur la rive, alors vous sortez. Vous voyez? Vous sortez. Et quand vous êtes dans la mare, alors que vous devez être hors de la mare, c'est que le caïman sacré vous a bouffé. Vous êtes éliminé et puis vous allez vous asseoir. D'accord? Et puis les meilleurs, là, je vais leur donner des cadeaux. Voilà. Moi, j'aime donner les cadeaux aux gens. Non, non, les cadeaux d'hier, là, ça vient à la fin. On va cumuler ça. D'accord? C'est bon? Donc, c'est simplement comme ça. Sur la rive, vous pouvez sortir de façon, je vais dire quoi? Horizontale ou bien verticale. D'accord? Chacun trouve sa stratégie. Soit vous allez devant, soit vous allez derrière, soit à droite, soit à gauche. Mais je ne veux pas voir quelqu'un dans la mare alors que on doit être sur la rive. D'accord? Allez, on va essayer. Et vous devez être attentif et vigilant. Voilà. Sur la rive. Dans la mare. Sur la rive. Dans la mare. Sur la rive. Dans la mare. Dans la mare. Si on dit dans la mare et puis vous êtes sur la rive, il y a problème. La moyenne est éliminée. Bon, une dernière fois. Une dernière fois. Soyez vigilants. Dans la mare. Dans la mare. Dans la mare. Sur la rive. 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 Sur la rive. Bravo. Bon, merci beaucoup. Désolé, Alice, parce que je voyais que l'énergie n'était plus au rendez-vous, alors merci, que je voudrais parler de l'énergie. Voilà. Alors, habituellement, j'ai dit souvent que je n'aime pas être le cordonnier mal chaussé. Donc, la première chose, même quand j'étais enseignant-chercheur, ma maison avait à peu près 70% de solaire et le reste par Sonabel. Mais en tant qu'entrepreneur, la première chose que nous avons eu à faire, c'est de solariser entièrement l'entreprise. Donc, nous fonctionnons 100% énergie solaire. Et également, quelques dirigeants, notamment moi, 100% énergie solaire à la maison. Parce que je me suis dit que vous ne pouvez pas dire aux gens que le solaire est intéressant, alors que quand il y a délestage, vous-même, vous vivez les mêmes difficultés que les gens. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième chose, la question fondamentale à se poser, moi, en tant que chercheur à la base, qu'est-ce que je viens chercher dans un monde de commercialisation peut-être de produits solaires? Si c'est pour faire la même chose que les autres faisaient, prendre les modules, venir poser, et puis faire une facturation et partir, je pense que ma maman qui est commerçante ferait peut-être mieux que moi, parce qu'elle a des techniques que je n'ai pas peut-être. Et donc, il fallait repenser le système autrement. Et nous avons d'abord questionné, très simplement, si le solaire était si bon, pourquoi tout le monde n'avait pas ça? Pourquoi on n'a pas le solaire qui foisonne partout? C'est bien parce qu'il y a des problèmes. Et donc, nous avons essayé d'analyser les problèmes sous différents angles. Et donc, il y a à la fois les problèmes scientifiques, technologiques, les problèmes de financement et même des problèmes liés
aux choix politiques qui sont faits dans nos pays. Où est-ce que nous pouvons intervenir? L'angle le plus simple pour nous était la science et la technologie. Dans un premier temps. Donc, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons questionné la manière de concevoir les systèmes solaires. Et donc, dans cette approche, nous avons développé aujourd'hui une nouvelle méthodologie que nous appelons d'ailleurs Key Energy Group, on lui a donné le nom de notre entreprise, et qui a fait son chemin. Et nous avons aujourd'hui un logiciel que nous commercialisons partout, qui s'appelle Key Solar Design, pour repenser la manière de concevoir les systèmes solaires autonomes. Avec ce logiciel, nous avons aujourd'hui une économie d'environ 30 à 50% sur le coût d'investissement des systèmes solaires. Et c'est pour ça que nous luttons pour vulgariser cette nouvelle approche. Et nous avons conçu ce que nous appelons des groupes électrosolaires, pas des kits solaires, parce que personnellement, je n'aime pas les kits solaires. Pour moi, si c'est pour la préélectrification et que très rapidement on va apporter l'électricité, ça peut aller. Mais si c'est pour considérer les gens comme ayant accès aux services énergétiques, ce sont des gadgets. Les gens dans le milieu rural ont autant besoin de l'énergie que ceux qui sont en milieu urbain. Ils ont besoin de conserver les aliments, ils ont besoin d'utiliser l'énergie pour leur activité de tous les jours, notamment l'agriculture. Il faut l'irrigation de l'agriculture au solaire, les centres de santé en milieu rural, les écoles. On a besoin de puissances pour même les forgerons, les menuisiers, pour utiliser d'autres équipements, n'est-ce pas, qui peuvent faciliter leur activité et leur apporter plus de revenus. Donc c'est pour ça que nous avons conçu, alors en s'inspirant de comment la téléphonie mobile a donné de l'intérêt, disons, aux populations africaines, avoir un système que les gens puissent adopter facilement et l'utiliser dans leur activité quotidienne. Je vais dire, nous faisons du solaire productif. Et donc, nous avons conçu ces groupes électrosolaires grâce, par ailleurs, à la manière dont nous avons reconçu les systèmes. Donc, nos capacités de stockage ont été réduites parce que mieux pensées. Nous avons d'ailleurs eu plusieurs prix grâce à ces systèmes. Hein. Et nous avons aussi conçu une unité que nous appelons gestionnaire d'énergie. Alors, personne ne peut dire qu'il est capable de concevoir un système solaire qui va marcher 100%. C'est-à-dire que quel que soit alpha, bêta, ça ne connaîtra jamais de délestage. On peut le faire si on est prêt à payer des prix insupportables. Et donc, dans notre approche, nous avons ce que nous appelons le taux de délestage du système. Si ce taux de délestage sur l'année, c'est-à-dire le nombre de fois que mon système solaire ne peut pas répondre aux besoins du client, s'il est inférieur à 10%, ça veut dire que le système conçu est techniquement fiable. Okay? Et les 10% où ce n'est pas fiable, qu'est-ce qui se passe? Donc, nous avons conçu ce que nous appelons un gestionnaire d'énergie. Pour que lorsque nous sommes dans des périodes où nous n'avons pas suffisamment d'ensoleillement, où c'est la nuit et nous sommes sur les batteries, qu'on puisse piloter les équipements électriques des moins prioritaires vers les plus prioritaires. C'est-à-dire, on va éliminer les charges qu'on juge moins prioritaires pour que le client puisse toujours avoir de l'énergie jusqu'au lendemain où on va avoir le soleil pour alimenter encore le système. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'à notre niveau, nous avons opté pour le plus difficile. Regarder le solaire autrement. Regarder le solaire en regardant nos réalités. Nous n'avons pas de pouvoir d'achat. Le solaire, c'est un système fabuleux, mais tel que c'est fait, c'est trop cher pour des gens qui en ont le plus besoin, mais qui n'ont pas les moyens. Donc, il faut trouver la meilleure solution. Ça, c'est sur le plan scientifique et technologique. Maintenant, nous nous sommes dit, j'ai déjà dit ça, il faut former les gens. Donc, ce qui fait que nous sommes toujours dans la formation, nous sommes dans la communication. Nous avons formé au Togo près de 3000 techniciens pour le compte du gouvernement, pour que dans chaque préfecture du pays, qu'on dispose des techniciens qui puissent intervenir pour la maintenance, pour les installations, que ce soit des lampadaires solaires, des pompes solaires, des systèmes solaires de façon générale.
Et puis, autre chose que nous faisons également, c'est le contrôle, l'audit des ouvrages déjà existants. Donc, nous auditons ce qui ne va pas chez ces installations existantes et nous essayons de corriger, de remettre à niveau. Il y a plusieurs lampadaires solaires qui ne marchaient pas. Nous avons conçu des kits de réparation des lampadaires solaires géolocalisés avec des batteries au lithium. Nous en avons aujourd'hui réparé près de 7000 au niveau du Togo. Et donc, je parlais aussi de l'électrification des centres de santé. Nous avons aujourd'hui à notre actif près de 350 centres de santé électrifiés grâce à nos groupes électrosolaires. Et je vais terminer par un cas qui est très, très sensible. C'est la lutte contre le terrorisme. Il se fait que ce fléau est régionalisé aujourd'hui. Nous avons dans le nord de notre pays des attaques terroristes répétées. Et donc, il y a eu des camps militaires qui ont été conçus pour faire face, justement, puisque ça vient du côté du Burkina, pour repousser les terroristes. Mais, pas les repousser vers le Burkina, hein, mais les éliminer, si vous voulez. Puisque de l'autre côté du Burkina aussi, on les poursuit. Alors, le problème, c'est que ces camps ne sont pas alimentés. Et lorsqu'on veut tirer le réseau, ça va prendre à la fois du temps, ça va coûter cher et ce n'est pas discret. Et nous avons donc fourni nos groupes électrosolaires pour alimenter ces camps militaires, à peu près une dizaine, en moins de 2 mois, d'accord, avec quand même des capacités allant de 10 kW jusqu'à plus de 25 kW. Et nous avons formé aujourd'hui près d'une vingtaine d'officiers sur ces systèmes pour assurer leur maintenance parce que nous ne sommes pas habilités à aller sur les terrains d'opération militaire. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que nous faisons du solaire productif, nous faisons du solaire citoyen. Voilà. Merci beaucoup. Ça s'applaudit, oui. Merci. Soumaïla, je te laisse clôturer cette question. Ok. Mais chez nous, voilà, on fait un peu la filière de A à Z. Donc, le A, c'est aller chercher le bois. Et le Z, c'est de replanter les arbres. Donc, et entre-temps, il y a tout ce qu'il y a au milieu. Donc, parce qu'on va récupérer, prélever l'arbre qui est mort, soit dans un champ, parce que beaucoup d'arbres morts ne sont pas morts parce qu'ils veulent être morts. Ils sont morts parce qu'on les a tués. Ils sont morts parce que quelqu'un a mis le feu ou parce que quelqu'un a désécorcé et pour permettre à l'arbre de mourir parce que l'arbre est un obstacle pour lui ou un obstacle pour son champ. Donc, comme j'aime dire souvent, le premier déforestateur au Burkina, ce n'est pas le bûcheron. Le premier déforestateur, c'est celui qui fait le champ. Parce que quand on fait un champ, on ne mesure que les haricots, on ne mesure pas les arbres de karité. Donc, on va laisser que quelques fruitiers et on va abattre tout. Donc, et dans ces champs-là, donc nous, on fait non seulement le ménage, mais pour faire de la plus-value. Parce que tous ces arbres-là qui sont dans les champs, qui sont morts ou qui sont tombés, qui empêchent que la charrue ou le tracteur passe, s'ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour les récupérer, ils viendront mettre le feu. Au bout de 3 à 4 jours, ça devient de la cendre, ça n'existe plus, il n'y a plus d'obstacle. Et quand ils vont vouloir cultiver, ça marchera. Et pendant que ce qu'ils ont mis en cendre, c'était peut-être 15, 20, 25, 40, même 100 kilos de bois utilisables. Donc, dans un pays où on dit qu'on n'a pas de bois. Donc, du coup, l'expérience, c'est qu'on a commencé même à faire notre métier avec du bois de chauffe. Tout le bois qui est issu de la brousse pour faire la cuisine. Donc, je faisais des spatules, des sculptures. Et on peut même, sur ce modèle-là, se baser que sur la récupération du bois qui est déjà venu en ville. Donc, on fait ça. Et petit à petit, on s'est dit, la façon dont on récupère le bois au Burkina, nous, on n'est pas un pays forestier. Donc, on n'a même pas de vraie scierie dans les autres régions, à part Bobo et Banfora. Donc, on n'a jamais vu. On ne sait même pas que c'est des... Souvent, quand je scie une planche, maintenant, avec l'équipement qu'on a, on a acheté une scierie mobile il y a quelques années, donc qu'on utilise maintenant sur le terrain. Donc, quand on sort une planche, les gens disent « Ah, est-ce que Burkina a ramené un harapeko ?»
est-ce que notre bois du Burkina peut sortir une planche? On dit, ben oui, une planche, c'est une planche du moment où il y a l'arbre. Mais comme ils n'avaient jamais vu, comme on est un peu ignorant dans ce domaine, on se dit, ben c'est pas possible. Et c'est même pour ça qu'on le détruit. Donc quand on voit que c'est possible, on dit, ah ben si ça on va vendre, ça devient tout de suite de l'argent. Donc, et tout de suite, le bois, il a de la valeur. Parce que quand moi j'arrive dans pleine chambre, on dit, ah non, ramasse, ramasse. Quand je fais des planches, ils disent, ah mais on va faire comment? Donc, parce que maintenant, tout de suite, il y a un intérêt, ce n'est plus débarrassé. Donc, quand j'arrive, je fais des contrats, ok, vous voulez qu'on ramasse, c'est quoi ma part, c'est quoi votre part, on va vous débarrasser, et voilà. À la fin, tout le monde est quitte, tout le monde est content. Donc, sinon, au début, on croisait beaucoup de difficultés comme ça. Et là, on a créé, après, l'unité de transformation, parce que je suis ébéniste, donc on valorise tout ce bois. La scierie, elle nous permet d'avoir des planches bien calibrées et tout, mais ça ne suffisait pas. Donc, on a, en parlant du solaire, d'ailleurs, donc je me sentais bien dedans, donc on a du coup créé un atelier qu'on a progressivement équipé en énergie solaire. Aujourd'hui, on est 100% autonome, donc on n'a pas la Sonabel chez nous. De toute façon, on n'a pas accès, parce que l'atelier est en brousse. Donc, on est obligé d'être autonome à 100%. Et petit à petit, on est passé de 15, maintenant on est à 30 kW. Donc, pour la production de l'atelier. Et dans ce système-là, on a pu du coup mettre de nouvelles machines assez performantes qui nous permettent de valoriser jusqu'au plus petit bois. Parce que le but, c'est pas forcément de devenir une industrie, parce que si on doit planter des arbres pour pouvoir créer une industrie forestière, elle va arriver quand nous on sera mort. Donc, bon, c'est bien que ça commence. Et ceux qui viendront derrière pourront faire, mais en attendant, comment nous on fait pour faire ce travail-là. Donc petit à petit, donc, on a mis des machines. Les clients ils veulent avoir du matériel, des produits performants. Donc on vend des petits bouts de bois à des gens dans le monde entier qui cherchent à avoir un bois particulier. Donc quand on parle nous de nos bois, on va dire que c'est du bois exotique. Moi j'ai ramené du bois de France au Burkina et beaucoup de gens m'ont dit mais c'est celui-là que je veux. J'ai dit celui-là moi j'en ai pas. Pourquoi? Parce que c'est exotique. C'est parce qu'on a l'habitude de voir. Donc, que ça soit en Europe ou que ça soit ici, tout le monde a envie de ce qui vient d'ailleurs. Donc, voilà. Et c'est pour ça aussi qu'on arrive aujourd'hui à vendre dehors, mais de plus en plus, à vendre aussi dedans. Mais pour vendre dehors, on est obligé de se plier aux normes internationales, donc de monter en qualité, de monter en savoir-faire. Voilà. Et ça, c'était que le côté bois brut. Et aussi, après, voilà, on a le côté plus artistique, donc, qui est la transformation de tous les petits bois qu'on sait que ce n'est pas vendable. Donc, parce qu'il y a un défaut, parce que souvent, les défauts dans notre métier sont des particularités qui ont une plus-value, mais des défauts banaux peuvent aussi être des problèmes commerciaux et même jouer sur notre crédibilité. Du coup, tout ce qu'on ne peut pas vendre parce qu'il y a des défauts, on essaie de les transformer différemment en créant d'autres produits, en enlevant le défaut. Et voilà. Donc du coup, on a un atelier aussi voilà, qui nous permet ça. Et on fait des petites cuillères, on va faire des petits médiators, c'est des objets de pas plus que 2 cm de long, donc pour permettre aux gens de jouer à la guitare. Donc c'est vraiment valoriser tout le bois jusqu'à la sciure, donc qui est aussi valorisée parce que certaines sciures au Burkina, donc certaines de nos essences, par exemple comme le karité, beaucoup l'utilisent en cendre pour faire des traitements, pour faire des pigments. Donc quasiment chaque essence a sa particularité et jusqu'aux déchets. Et on peut toujours s'en servir et tout ça. Donc ça nous permet aussi de récolter, de faire, quand on finit de produire, on a encore des produits utilisables. Voilà. Et maintenant que l'atelier est dans la zone de Koubri, on voit, c'est une zone où il y a beaucoup de fermiers. Donc on voit que notre sciure, pas toute, une certaine catégorie de sciure, et tout de suite quand ça tombe, ben, ils viennent tous ramasser parce que là, ils vont tous aller mettre dans leur poulailler et tout ça. Donc, et ça commence à se faire sentir et les gens comprennent que finalement l'arbre mort qui devait brûler, si ça passe de l'autre côté, et ils vont arriver à nous le transformer en quelque chose. Donc s'ils ne nous le vendent pas, ils sont prêts à ce qu'on le change contre du bois, contre... voilà. Et du coup, notre modèle économique, c'est de prendre vraiment ce petit matériau, de le valoriser sur tous les sens, jusqu'à arriver à
voilà, à le rendre vendable et tout ça. Voilà. Donc encore une fois, une approche très holistique et puis une boucle qui se reboucle à travers la pépinière, comme tu disais, n'est-ce pas? Voilà. Parce que vous travaillez aussi avec les forestiers pour reboiser, replanter et rendre en fait ce que la nature vous prête. Tu disais tout à l'heure, on n'a pas vocation à devenir une industrie, parce qu'on travaille des ressources qui sont finalement limitées, que ça n'aurait aucun sens de couper finalement beaucoup plus d'arbres, y compris des arbres verts, pour pouvoir développer l'activité outre mesure. Pour moi, ça pose une question, la question du changement d'échelle, justement. Quand on est une entreprise qui a un objectif d'impact, comment est-ce qu'on fait pour envisager son développement tout en minimisant son impact négatif et en augmentant son impact positif? C'est toujours une vraie question que se posent les entrepreneurs au moment où ils sont en train de réfléchir à étendre leurs activités, étendre leur impact. Comment est-ce que vous avez abordé cette question-là dans vos entreprises respectives? Yao, je vous laisse commencer. Ok. Merci beaucoup. D'abord, il faut remettre l'humain dans l'entreprise. Parce que pour moi, les employés sont à soigner. Quand les employés sont soignés, après, c'est plus facile de les amener avec toi à échelle. Aujourd'hui, nous avons quelques pratiques dans notre entreprise. Ça ne vaut pas grand-chose, mais je vais dire certaines choses. D'abord, le petit déjeuner est garanti. C'est-à-dire que l'entreprise offre des croissants, tout ce qu'il faut chaque matin, c'est garanti. Chaque mercredi, nous avons un coaching sportif à l'intérieur de l'entreprise à partir de 17h jusqu'à 19h. Les samedis, nous avons une autre activité sportive pour ceux qui voudraient bien venir. Et nous célébrons les anniversaires de tous les natifs du mois à la fin du mois. Donc on a un gâteau d'anniversaire pour tous les natifs de ce mois. Et ceux qui ont 25 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, des âges particuliers, ils ont des cadeaux spéciaux. Nous avons la mutuelle au niveau de l'entreprise où tout le monde participe à cette cagnotte et il y a une dotation qui est faite annuellement par l'entreprise à cette mutuelle. Alors la mutuelle couvre tous les événements heureux et malheureux que chaque employé peut avoir. Les employés sont assurés à 80% et nous avons un contrat avec une clinique de la place où systématiquement, en cas de maladie, ils sont accueillis, rien à payer, puisque nous payons 300 000 francs par mois à cette clinique pour les soins primaires qu'il aura à rendre à nos employés et leurs familles. Et puis, nous avons aussi le guide de l'employé qui retrace nos valeurs, les droits et les devoirs de l'employé que chaque employé dispose, d'accord, et qui lui permet de savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, etc., etc. Et au-delà de tout ça, nous avons fréquemment des brainstorming, que ce soit sur les aspects techniques ou les aspects fonctionnels. Et tous les vendredis après-midi, nous avons ce que nous appelons l'animation scientifique parce que nous avons une culture d'innovation en interne. Donc il faut l'entretenir, il faut entretenir cet environnement où on a des ingénieurs parmi nous qui ont des thématiques spécifiques à venir exposer, à avoir l'avis des uns des autres. Alors, tout ceci nous amène clairement à identifier comment il faut évoluer. Et nous faisons beaucoup de formations. Il y a 2 ans, j'ai amené tout le top management dans une formation de Stanford University sur le management de façon générale et comment nous pouvons reconcevoir notre business model pour le développement à l'échelle de notre entreprise. Nous avons passé à travers ce processus qui nous a amené aujourd'hui à définir un business model beaucoup plus orienté vers les PME, PMI et tout ce qui est institution, que ce soit agroalimentaire, etc., pour les accompagner à avoir le solaire d'abord avec une flexibilité d'acquisition, c'est-à-dire déjà nos produits sont garantis sur 20 ans, ils payent 30% pour l'acquisition, le reste sur 10 ans, et nous sommes en train de se faire accompagner
par des banques localement pour véritablement offrir ça plus à l'échelle. Voilà, donc ça devient un peu facile. Je vais finir en disant qu'il y a quelques années, je ne pouvais même pas quitter mon entreprise pour venir ici pendant une semaine donnée, vous parler. Parce qu'il fallait être ici, il fallait être là-bas. Aujourd'hui, je pars sans grand souci majeur. Parce que tout le monde est propriétaire de l'entreprise aujourd'hui. Chacun sait ce qu'il faut faire. Et c'est grâce aux transformations que nous avons eues. Voilà. Bravo. Bravo, c'est très important ce que vous dites. Notre impact en tant qu'entrepreneur commence par l'impact sur nos employés, sur les personnes avec qui on travaille au quotidien. Et effectivement, garantir un cadre de vie sain qui protège ses employés. Alors, on parle de sécurité au travail, on parle de sécurité des salaires, de couverture santé, etc. Donc voilà, tout ça, c'est déjà un impact extrêmement fort qu'on peut avoir à travers nos activités. Est-ce que, Soumaïla, tu voudrais partager également, toi, comment tu envisages le développement de Kala pour étendre ton impact Chez nous, l'impact, il est sur deux côtés. Bon, on veut évoluer, on veut faire grandir l'entreprise, mais on veut aussi qu'on se rende compte de ce couvert végétal-là, ce couvert forestier qu'on a, qui est notre patrimoine. S'il existe encore aujourd'hui, c'est parce que d'autres l'ont préservé. Donc on n'a pas parlé peut-être de comment nos ancêtres, nos grands-parents préservaient la brousse, mais c'est parce qu'eux, ils l'ont quand même préservé avec leurs méthodes que cette forêt, elle est là pour que nous, on puisse... voilà. Parce que l'impact chez nous, c'est à la fois de toucher les premiers riverains qui sont les plus grands destructeurs de la brousse pour les amener à prendre plus de valeur pour la matière première. Et après, il y a l'impact au niveau de l'entreprise. Donc, bon, nous, dans notre domaine, ça reste de l'artisanal. Donc, ce n'est pas forcément les entreprises, comme on dit, glamour aujourd'hui, qui amènent 60 000, 100 000 jeunes. C'est plus vraiment, parce que au Burkina, il faut être clair, il faut dire les choses comme elles sont. Si tu es menuisier, c'est que tu n'as pas trop réussi ta vie. Donc, et ça, c'est encore dans la tête des gens. Donc, c'est des petits métiers, plus ou moins. Et arriver à faire prendre conscience aux gens qu'il n'y a pas de petits métiers, il n'y a même pas de petites commandes, parce que chaque commande, c'est ça qui va se mélanger pour qu'on devienne grand. Donc voilà, et que tous ces petits maillons, souvent j'aime dire, quand on a donné son meuble à faire à quelqu'un qui ne sait pas lire, ben, on va avoir des résultats de je ne sais pas lire. Parce que aussi on dit que le menuisier c'est celui qui n'a pas réussi, c'est parce qu'il n'aimait pas les maths à l'école, mais en menuiserie il va passer toute sa journée à faire des mathématiques. Donc s'il n'avait pas réussi ses mathématiques en classe, donc c'est pas sur le terrain que ça peut marcher. Et voilà, c'est assez paradoxal, mais du coup il y a quand même tout ce côté-là où on fait notre travail, on essaie d'amener les gens à aller vers les métiers, c'est possible. Si on arrive à gagner notre pain, on va convaincre plus de jeunes à nous rejoindre, ou voilà, on a déjà formé pas mal de jeunes qui ont trouvé quand même que c'était mieux qu'ils deviennent leurs propres patrons. Donc on voit aussi l'impact dans leurs différents métiers. Et voilà, mais aujourd'hui, nous, situés à Koubri, donc on arrive, on essaie de convaincre des jeunes et on arrive à convaincre beaucoup de riverains sur voilà, l'approche environnementale et voilà. Après, nos clients sont plus à Ouaga, donc ça c'est autre chose. Voilà. Non, c'est intéressant ce que tu dis, c'est effectivement comme tu n'as pas vocation toi à développer ton entreprise dans ton territoire de manière exponentielle au vu des ressources limitées dont tu disposes, c'est bel et bien d'essaimer en fait ta connaissance, d'essaimer cette passion qu'est la tienne pour que d'autres entreprises ailleurs, ancrées dans d'autres territoires, puissent se développer. Et puis pour finir, Évariste. Pour finir, Évariste. Oui, nous avons une approche un peu particulière parce que nous sommes pionniers de tout un système. Donc, pour assurer le développement, ce que nous avons décidé de faire, c'est de nous positionner dans une posture de gardien du système. C'est comme ça, voilà, que nous avons appelé ça. Et de travailler sur des piliers
voilà, assez bien définie. Donc le premier pilier pour nous, c'est déjà d'arriver à identifier les différents acteurs et de construire cette relation, cette dynamique entre les différents acteurs et de l'écosystème. Et le deuxième pilier sur lequel nous travaillons est toujours en impliquant d'autres acteurs parce que nous ne pouvons pas être sur tous les segments de la chaîne des valeurs. Donc nous jouons ce rôle essentiel et nous laissons les acteurs en fait progresser, faire le travail, réaliser leur mission. Donc le deuxième élément, c'est en travaillant avec l'université Nangui à Bourgois, voilà, de passer à la formation des différents acteurs que nous avons identifiés au premier niveau. Voilà, et avec lesquels nous sommes engagés. Et le troisième niveau consiste à documenter tout le processus. Donc c'est là que nous travaillons avec Bankou, qui est une structure bien connue dans ce domaine. Et le dernier élément, c'est justement de laisser les différents acteurs, voilà, assumer, développer leurs différentes activités à tous les différents niveaux de cette chaîne de valeurs-là. Mais le but de tout ça, c'est vraiment d'arriver à mettre en place un système qui soit suffisamment éco-friendly, voilà, respectueux de l'environnement et qui puisse aussi stimuler, donc continuer de stimuler l'envie, voilà, pour les personnes de respecter tout ce qui est normes en termes de normes environnementales. Voilà, je vais parler des entreprises, mais également d'être focus sur beaucoup plus une approche durable, voilà, qui respecte en fait, qui prend en compte tout le volet social et économique, environnemental, et d'aller vers plus de circularité. Voilà, donc désormais l'idée c'est justement dans tout ce travail que nous sommes en train de construire là, de basculer d'une économie linéaire, voilà, qui consiste juste à consommer, à jeter, vers une économie qui soit beaucoup plus circulaire, où les déchets deviennent de nouvelles ressources qui servent à fabriquer de nouvelles choses et que nous réutilisons et ainsi de suite, voilà, pour boucler la boucle comme on le dit. Voilà, donc nous sommes juste nous des gardiens de tout ce système-là et travaillons principalement sur là où nous sommes spécialistes, mais aussi ouvrons la voie pour que d'autres acteurs, voilà, après la formation, puissent aussi assumer leur rôle, toujours dans la même philosophie, pour arriver justement à réaliser cette mission commune-là que nous avons, qui est de respecter l'environnement. Donc 3 intervenants, 3 approches différentes. Un développement drivé par l'innovation pour maximiser son impact, un développement drivé par l'essaimage, par la volonté de transmettre un savoir-faire, et enfin, pour terminer, un développement plus systémique, on va dire, qui prend beaucoup de temps, qui demande à mobiliser beaucoup de forces, beaucoup d'acteurs différents, mais qui au final voilà, vise quelque chose de très grand pour le bien commun également. Pour terminer ce panel, une dernière question rapide. On a dans la salle de nombreuses personnes avec des backgrounds différents qui travaillent dans des institutions différentes, qui sont des étudiants, qui sont des professionnels. Si vous aviez un appel à leur passer aujourd'hui, quel serait-il? Un appel ou un message à transmettre? Je vais commencer à ma gauche et puis comme ça, on terminera par Soumaïla. Ok, donc moi, mon message, il est vraiment tout simple. L'entrepreneuriat, voilà, pour des personnes qui développent des initiatives pour apporter, voilà, des réponses à des problèmes qu'elles ont identifiés au sein de leur communauté. Je voudrais vraiment encourager déjà cette approche-là, qui consiste justement à réfléchir pour le bien commun. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'assez intéressant. Et rappeler en fait que les entrepreneurs ont un statut assez particulier. Voilà, et donc là, il faut vraiment être focus. C'est vrai que c'est une nouvelle approche, voilà, donc c'est une forme de leadership de rupture, voilà, qui consiste justement à laisser de côté les anciennes pratiques et tout ça, et à aller vers une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de mobiliser les ressources, une nouvelle façon d'agir, voilà, pour avoir des impacts
impact beaucoup plus prononcé. Et donc là, c'est pas facile, certes, mais comme on l'a dit ce matin et depuis le début, on continue de le rappeler, ce sont des choses graduelles qui arrivent, chaque étape a son importance, et aller graduellement vers cet objectif, mais tout en ne perdant pas de vue l'objectif final, cette vision qu'on a, ne jamais perdre de vue la vision. Comme on le dit, on peut passer à gauche, à droite et tout, mais l'essentiel, c'est vraiment d'arriver justement à cette vision finale-là qu'on s'est attribuée, dès le départ, cette mission-là qu'on s'est donnée. Et donc, c'est vraiment d'encourager dans cette démarche entrepreneuriale beaucoup d'efforts, beaucoup de persévérance, parce que ce n'est pas facile. Mais sachez qu'à la fin, ça procure beaucoup de satisfaction de savoir qu'on est en train de laisser à notre communauté quelque chose de beaucoup plus intéressant pour changer, qui est susceptible de changer les vies, d'améliorer les conditions de vie des gens. C'est toujours beaucoup plus de satisfaction. Donc, c'est vraiment le message que je voulais laisser. Merci beaucoup. Donc, engageons-nous pour le bien commun, parce qu'il y a énormément de besoins qui sont encore non couverts aujourd'hui et qui mériteraient qu'on s'y penche. Yao. Oui. Alors, je vais situer mon intervention à deux niveaux. Premièrement, nous sommes dans l'ère du temps de consommer des produits locaux, des produits endogènes. Et ce matin, nous avons été nourris des produits bio. Mais je vous pose la question, pourquoi vous ne voulez pas consommer l'électricité bio? Hein? Consommer l'électricité bio, l'électricité à base du solaire, pour préserver la nature. Et puis, les gens, ils ont cette facilité d'acheter des maisons qui coûtent très cher, 30 millions, 60 millions, et ils ont un groupe électrogène à côté. Alors qu'ils pouvaient faire le solaire à 5 millions, 10 millions pour... alors, quand Solambel coupe, ils se plaignent. Autant donc, ils sont des propriétaires de maisons, mais ils sont des locataires d'électricité. Vous pouvez être aussi propriétaire de votre électricité. Donc, c'est le message que moi, je voudrais d'abord lancer aux uns, aux autres, que le solaire peut sembler... je n'ai pas envie de dire cher, mais inaccessible. Mais c'est notre faute aussi. Parce que tant que nous allons hésiter à vouloir consommer le solaire, nous n'allons pas créer le marché. Et tant que le marché n'est pas créé, les produits solaires ne peuvent pas descendre. Voilà, ça devient un produit un peu de luxe. Voilà, donc moi j'invite tout le monde à aller au solaire, à encourager l'entrepreneuriat dans le solaire. Ce n'est pas un effet de mode. Hein. Si les gens font des discours ailleurs, disent que c'est effet de mode là. Ne rentrez pas dedans parce que la seule et unique ressource endogène dont le bon Dieu a gratifié l'Afrique s'appelle le soleil. Il y en a partout. D'accord? Donc nous devons nous approprier cette ressource pour que d'ici demain, ça devienne accessible partout dans le monde. Aux jeunes qui rêvent d'entreprendre, moi je ne vais pas vous dire que j'ai rêvé de devenir entrepreneur. Mais j'ai fait quasiment 3 métiers avant le métier d'entrepreneuriat et c'est là où je me passionne le plus. Bon, pas seulement pour l'argent parce que je ne vais pas mentir, je gagne mieux que quand j'étais enseignant-chercheur et tout ce que vous voulez. J'ai travaillé avec les organisations internationales comme l'Union africaine, etc. Mais je gagne mieux. Mais ce n'est pas l'argent qui est ma satisfaction. Notre vision, c'est très clair, c'est la démocratisation de l'accès aux services énergétiques durables pour tous. Tant que nous n'allons pas atteindre cet objectif, eh bien, nous n'allons pas nous reposer. Et l'entrepreneuriat, c'est cet idéal qu'il faut se fixer. Et en poursuivant votre idéal, ça va créer des impacts. Et si ça peut vous rendre riche, moi je ne suis pas contre les riches, hein, mais il faut que les riches sachent partager, c'est tout. Mais je ne suis pas... Moi, je préfère être riche et partager que d'être dans le sens inverse. Je le dis sans complexe, parce que là aussi, il ne faut pas qu'on pense que la richesse est un délit, mais il ne faut pas s'enrichir au dos des autres.
C'est pour ça qu'il faut créer cette richesse à travers l'innovation. Donc j'invite la jeunesse à s'approprier là où il y a les difficultés, parce que partout où on a des difficultés, on a des opportunités. Voilà, c'est sur ce message que je vous repasse la parole. Merci. Et pour finir, Soumaïla? Moi, pour conclure, en tout cas, je ne peux pas finir de parler ici sans parler de la fabrique. C'est grâce à la fabrique que cet événement a lieu. Et aujourd'hui, où j'en suis avec mon entreprise, c'est parce que aussi à un moment, j'ai déposé ma valise à la fabrique pour me faire accompagner. Donc, en tant qu'entrepreneur, et c'est les champions du social au Burkina, de l'entrepreneuriat social. Donc, moi, j'aimerais appeler un peu tous les dirigeants qui sont là, qui continuent à appuyer particulièrement la fabrique, mais toutes les autres structures qui font de l'accompagnement, surtout dans le sens de l'entrepreneuriat avec beaucoup de valeur, avec beaucoup d'impact. Voilà. Donc, et côté ressources, je vais ajouter un autre point en disant que j'invite, parce que je sais que ce que je fais, bon, quand on parle de bénisterie, c'est souvent du travail, c'est un travail noble et on le fait aussi pour des gens qui ont les moyens. Donc je sais que souvent, ce n'est pas le cas de tous les lambdas. Souvent, moi-même, quand je vends mes créations, je dis « Ah, si c'était aujourd'hui, moi, je ne pourrais pas l'acheter parce que le prix auquel je le vends, moi, je ne peux pas me l'acheter. » Donc c'est aussi pour dire, on ne peut pas acheter forcément les créations, mais on peut, sans passer par nous, planter un arbre, planter 2 arbres parce qu'on sait qu'on va s'en occuper. C'est la saison des pluies, c'est la période où on peut faire 3 mois sans s'en occuper et le reste de la corvée viendra après la saison des pluies. Donc c'est d'inviter tous les Burkinabés, voilà, c'est pas le ministère de l'Environnement qui parle, mais c'est notre tous les Burkinabés à planter 1, 2 arbres qui sont sûrs qu'ils vont pouvoir s'en occuper. Est-ce que les reboisements où on va planter les arbres, on laisse dans la brousse, ça a fait ses preuves, on sait que ça ne marche pas. Et un pays comme le Burkina, on a du soleil, ce n'est pas parce qu'on plante les arbres que ça va cacher l'énergie solaire. Donc on aura toujours des... Merci beaucoup. Donc pour résumer, engageons-nous, consommons local, plantons des arbres. Merci à tous les 3 pour votre intervention.